Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Où va notre argent? C'est la question que se posent beaucoup de Français. Et c'est également le titre de votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire, ouvrage dans lequel vous dressez un constat accablant de déclassement du pays face à la dégradation des services publics, aux grèves à répétition et à l'absentéisme. La France est devenue, dites-vous, un village Potemkin. S'agit-il vraiment d'un scandale français, Agnès Verdier-Molinier? Bah oui, le scandale français est sous nos yeux. Et ce qui est étrange, c'est que on n'en prenne pas plus conscience. Nos dépenses publiques, c'est le maximum qui existe dans les pays développés. Nos impôts aussi, l'ensemble des prélèvements obligatoires, on est devant tous les autres pays. On est repassé là devant les Danois. Et pour autant, on n'arrive pas à avoir de passeport, de carte d'identité. On a une qualité de l'éducation nationale qui a énormément chuté. Il n'y a que 52% des élèves de 6e qui arrivent à lire un texte de 200 mots. C'est quand même incroyable. On est dans des niveaux de places en crèche qui ont baissé alors que les investissements ont augmenté parce qu'on n'arrive plus à recruter des personnels. On se rend compte qu'il y a un niveau d'aide sociale qui fait qu'à un moment, et je le dis dans le livre, je donne plein d'exemples, les personnes sont désincitées à retourner au travail et que finalement les entreprises qui cherchent, les services publics qui cherchent à embaucher n'y arrivent pas. Mais notre système marche absolument sur la tête. Alors vous dites, attention, l'argent public c'est notre argent, l'argent de la sécurité sociale c'est pareil, c'est notre argent, tout comme l'argent des collectivités locales. À un moment donné, précisez-vous, on a le droit de savoir comment est utilisé chaque euro et que ce droit figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et oui, je le dis en 4e de couverture du livre, je cite cet article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Mais nous, est-ce qu'on a le droit de suivre l'emploi de ce qu'on appelle les deniers publics et qui sont en réalité notre argent? Ah non, on n'a plus le droit. Regardez les classements des hôpitaux qui étaient faits par Le Point, hôpitaux cliniques. On pouvait savoir où était le meilleur endroit pour la cardiologie, pour se faire poser une prothèse de hanche, pour la cataracte, etc., etc. Eh bien, il n'y a plus accès. La CNIL a coupé l'accès aux données officielles aux journalistes. Mais attendez, il n'y a aucun pays qui fait ça. Tous les pays autour de nous, c'est le contraire. Ils incitent, et je donne l'exemple de la Suisse dans mon livre, ils donnent même à des associations et des fondations les données pour qu'elles-mêmes fassent des classements pour savoir où est la meilleure qualité de service public. Nous, on a le problème dans l'éducation aussi. Là, en ce moment, il y a toute une cabale contre l'école privée sous contrat parce qu'il n'y aurait pas assez de mixité. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éducation nationale veut planquer sous le tapis le fait que les résultats de ses élèves sont absolument catastrophiques. Je montre qu'il y a 10 points d'écart sur les niveaux entre public et privé. Au lieu de dire on va ouvrir plus de classes de privé là où il en manque, on est en train de dire qu'il n'y a pas assez de mixité dans le privé, alors que c'est le public qui est aujourd'hui avec beaucoup plus d'argent que le privé. Si on avait l'ensemble des élèves scolarisés dans le privé sous contrat, ça nous coûterait 29 milliards d'euros de moins par an. Il y a plus d'argent dans le public et la qualité est moins bonne. Et tous les parents de tous les milieux veulent mettre leurs enfants dans le privé, y compris d'ailleurs les ministres et les députés. Oui, et le ministre de l'Éducation nationale notamment, puisque ses enfants sont à l'école alsacienne, comme chacun sait. Mais ça, ce n'est pas choquant. On peut très bien comprendre qu'un ministre, y compris le ministre de l'Éducation nationale, souhaite que ses enfants soient scolarisés dans le privé sous contrat pour avoir un meilleur avenir. Moi, en tant que citoyenne, je le comprends. Mais après, qu'il n'aille pas dire sur les plateaux télé que le problème de l'éducation vient de la non-mixité dans le privé. Ce n'est pas vrai. Le problème dans l'éducation, il vient de la non-gestion de l'éducation nationale. Il vient du fait qu'il y a 100 000 profs qui ne sont pas devant les élèves. Il vient du fait qu'il y a un absentéisme chronique des professeurs statutaires à vie, etc., etc. Ça, c'est la vérité. Alors certains vous traitent souvent de décliniste ou de déclinologue, mais en réalité il faut voir plutôt votre ouvrage comme un appel au sursaut afin d'arrêter de perdre notre place dans le concert des nations. Nous nous plaçons actuellement, dites-vous, à la 25e place dans le monde par richesse et par habitant. Pendant longtemps, la France s'était hissée au premier rang dans de nombreux domaines. Entre-temps, que s'est-il passé, Agnès Verdier-Molinier ?
Dans les années 80, on était 11e en richesse par habitant. Maintenant, on est 25e. On n'a clairement pas progressé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout socialisé. Après-guerre, on avait une idée de la société qui était fondée sur le travail. Donc, on avait des assurances, l'assurance maladie, l'assurance chômage, les retraites, si on avait travaillé. Si on avait travaillé. Aujourd'hui, on a tout sans travailler. On a le minimum vieillesse, on a l'assurance maladie, les soins, même si on ne travaille pas. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Finalement, certains font le choix. Ils disent, j'ai autant, et en plus pas imposable, sans travailler qu'en travaillant. Et à la fin de ma vie, finalement, je demanderai le minimum vieillesse. Donc, il n'y a pas un tel écart entre la pension moyenne et le minimum vieillesse qui légitime que finalement je me décarcasse. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites? Une réforme essentielle. Évidemment qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite. On travaille moins longtemps, on travaille moins à l'année, on travaille moins par semaine que tous nos voisins réunis. Il nous manque 12 milliards d'heures non travaillées en France par rapport au Royaume-Uni qui a le même nombre d'habitants que nous. 12 milliards d'heures par an qui sont perdues. C'est 100 milliards de richesses nationales qui sont détruites à cause de ça. Voilà, c'est ça. Alors, à propos de la réforme des retraites, justement, vous soulignez que ce n'est rien face à ce qui est devant nous et à ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. La dette avoisine les 60-70 milliards d'euros par an et ce coût de la dette est en passe de devenir le premier poste budgétaire de l'État. Oui, alors je veux revenir sur cette question des retraites. Pourquoi nos concitoyens ont été opposés? Parce qu'ils ont l'impression que eux vont faire des efforts pour ceux qui travaillent et que les autres, finalement, ne font pas d'efforts. Donc, il faut absolument remettre le travail au cœur du système. Et que, par exemple, les personnes qui touchent le RSA soient obligées, c'est une obligation, de s'inscrire à Pôle emploi. Comment ça se fait qu'il n'y ait que 40% des personnes qui touchent le RSA qui sont inscrites à Pôle emploi? C'est ubuesque, cette situation. Les pays du nord de l'Europe, ils sont aussi généreux que nous pour les aides sociales. Mais il y a une obligation de retour au travail. Au Danemark, par exemple, vous devez déposer deux demandes d'emploi et envoyer des CV, au moins 2 par semaine. Et ça, tout ça, c'est vérifié. Donc, pour revenir à la charge de la dette, qui est un sujet qui est très lié, en fait, aux retraites et à la question de la qualité des services publics, etc. Parce que, finalement, nous, on dépense plus que les autres. On a une qualité de service public qui est plus mauvaise. Et à la fin, on s'endette pour payer tout ça. Donc, c'est vraiment un marché de dupes. Parce que, comme c'est notre argent, à un moment, c'est nous qui allons rembourser la dette. Cette dette à 3 000 milliards, là, on est en train d'atteindre les 3 000 milliards. Elle nous coûte de plus en plus cher. Et ça, la Fondation IFRAP, la fondation que je dirige, on avait sonné l'alarme depuis juin 2020 sur ce sujet, en disant, attention, après la dépense sans compter, le fait d'arrêter le travail et la production en Europe, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va y avoir de l'inflation. Et quand il va y avoir de l'inflation, les banques centrales vont remonter les taux. Et quand on va remonter les taux, eh bien, les taux sur la dette de la France vont augmenter. Et quand les taux sur la dette de la France vont augmenter, comme en plus on a une partie de la dette française, à peu près 10%, qui est indexée sur l'inflation, ça va faire une énorme augmentation de la charge de la dette. À l'époque, je me souviens, j'ai sorti encore l'année dernière, en février, un papier dans le JTD sur le sujet, sur lequel les technos de Bercy étaient furieux contre moi que je dise qu'on irait vers les 80 milliards de charges de la dette par an, mais on y va direct. Et on a ça aussi, on l'a mis sous le tapis. Et quand je demandais à Bercy les scénarios qu'ils avaient, les différents scénarios en fonction du taux sur la dette française à 10 ans, ils ne me répondaient pas. Alors que nous, on avait fait tous les chiffrages et qu'on montrait qu'on irait à 3, 3,5. Alors là, on est à 3% sur la dette à 10 ans. Mais on sait que ça va continuer à monter. Et que plus ça va monter, plus ça va coûter aux Français. Et bientôt, la charge de la dette, le coût annuel de la dette, pas le remboursement du capital, uniquement le paiement des intérêts annuels, va dépasser le budget de l'éducation, qui est le premier poste de l'État. Et c'est pour ça que j'appelle dans mon livre, non pas, c'est pas du tout un livre négatif, c'est un livre justement, comme vous le disiez très bien, d'appel au sursaut, parce que la France est belle, on a tous les talents, on a des entrepreneurs formidables, on a des gens qui sont très bien formés. Et à un moment, il faut qu'on rappelle que le sujet, si on veut tous gagner ensemble, c'est travailler, c'est créer de la richesse, c'est créer aussi de la recette. Parce que finalement, on a tellement de passagers clandestins dans le système qu'à la fin, on va créer finalement une énorme fissure
dans la cohésion de notre pays, dans la cohésion sociale et économique de notre pays. Et si on ne réagit pas maintenant, il sera trop tard. Voilà, alors vous dites qu'en apparence, la devanture est encore correcte, mais tout se démantèle à l'intérieur. L'hôpital n'est plus que l'ombre de lui-même. L'école de la République s'enfonce un peu plus chaque année. Les transports publics dysfonctionnent à intervalles réguliers. La justice et la police sont débordées. Les prisons saturées. Vous expliquez que nous sommes les copropriétaires de la Maison France, mais il manque, selon vous, un syndicat des citoyens qui défendrait les Français à l'image d'un syndicat de copropriété. Absolument. Qui nous défend? Qui nous protège? Personne. J'ai fait le tour d'Europe là sur ces questions. Je vois que par exemple au Danemark, ils ont un maximum d'impôts. Nous, on n'a plus de bouclier fiscal. On l'a que pour les personnes qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Évidemment, c'est pas tous les Français qui peuvent pas payer plus que 75% d'impôts. Mais pourquoi c'est pas pour tous les Français le bouclier fiscal? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une instance qui dit maintenant stop, on arrête de taxer plus le travail, le capital, etc. Il n'y a personne qui sonne l'alerte sur le sujet. Ni le Conseil des prélèvements obligatoires, ni la direction de la législation fiscale à Bercy, ni la DGFiP, ni le Trésor. Et finalement, le Parlement est hyper impuissant par rapport à tout ça. Et du côté de la dépense publique, c'est pareil. On devrait être protégé, on devrait avoir un Parlement qui contrôle chaque euro d'argent public, comme dans les autres grandes démocraties, et il n'en est rien. Notre Parlement est hyper faible. Alors certains me disent, et j'en fais un chapitre, heureusement il y a la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, elle fait de très bons rapports. Mais à quel moment elle dit, oui, il faut baisser les dépenses? Est-ce qu'elle a sonné l'alarme comme nous sur la dette de la France qui était indexée sur l'inflation? Et en plus sur l'inflation au niveau de la zone euro, c'est-à-dire encore plus cher. Jamais elle a sonné l'alarme. Là, maintenant, elle commence à dire qu'il faudrait avoir moins de dettes indexées sur l'inflation. Il était temps de le dire. Nous, ça fait 4 ou 5 ans qu'on a sorti les premières études sur le sujet. Et qu'à Bercy, on nous disait, mais non, pas du tout, vous exagérez. Donc, en fait, il y a un moment où on se dit, il faudrait qu'on soit protégé. Et dans mon livre, je donne 20 propositions pour que justement on soit protégé. Je fais pas la liste des économies à faire, même si j'ai fait un petit tableau sur l'idée que défend le gouvernement de baisser de 5% l'ensemble des budgets des ministères hors régalien, hors justice, police et défense. Ça, je fais un tableau dans le livre, bien sûr, mais le sujet, c'est finalement pas ça. Le sujet, ce sont les principes qui permettent qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et je propose 20 principes dans le livre. 20 principes qui marchent ailleurs, qui fonctionnent ailleurs, et pas que en Allemagne, mais en Belgique, en Suisse, en Norvège, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Finlande, aux Pays-Bas. Et je montre que partout, ces pays-là, ils regardent comment utiliser l'argent public. Ils ont créé des garde-fous pour les citoyens, pour que les services publics ne dépensent pas plus que ce qui est nécessaire. Agnès Verdier-Molinier, une dernière question. Vous pensez vraiment que tout cela peut changer et que l'on peut encore inverser cette dégringolade? Oui, je le pense, parce qu'il suffit d'allumer la lumière et de mettre le projecteur et dire voilà comment on utilise l'argent public. Qu'en pensez-vous, chers concitoyens? Voilà. Et je pense qu'ils penseront exactement comme moi quand je commence à enquêter sur les sujets et que je me rends compte que, par exemple, pour les places en crèche, les parents qui travaillent ne sont pas vraiment prioritaires. Que finalement, c'est presque une question sociale plutôt qu'une question de travail. Pourtant, on a créé des places en crèche pour que les femmes et mamans puissent travailler quand même. Oui. Et quand je regarde les questions des HLM dans Paris, on pourrait se dire que ceux qui travaillent dans Paris sont prioritaires. Mais non, quand je regarde la cotation qui est obligatoire depuis la loi de 2019 pour finalement donner un nombre de points par personne, pour savoir est-ce que vous avez plus de points que votre voisin pour avoir un HLM plus vite, un logement social plus vite. Eh bien, on se rend compte de quoi? Que vous avez des points si vous avez reçu des lettres d'huissier, si vous êtes expulsé, si vous êtes en instance de divorce, mais pas si vous travaillez dans Paris. C'est incroyable quand même. Vous avez juste des majorations de points si vous travaillez dans Paris. Alors heureusement, il y a quelques arrondissements, par exemple le 17e arrondissement de Paris, qui majorent, qui donnent des points supplémentaires si jamais vous travaillez dans le 17e, mais ça devrait être partout la règle. Surtout dans des zones tendues, où finalement c'est très difficile de se loger dans le parc privé en général. Et donc, on se rend compte que ceux qui travaillent, ceux qui paient des impôts,
ne sont pas mieux traités par les services publics, mais plutôt moins bien traités. Et ça aussi, c'est très choquant. Je rappelle le titre de votre livre « Où va notre argent ?», publié aux éditions de l'Observatoire, livre dans lequel vous proposez des solutions afin de mettre un terme à ce que vous considérez comme un véritable gâchis. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Richard Findiquian.